Il y a des personnes qui effectivement vivent très mal la situation. Je pense notamment à un dossier que j'avais traité où il s'agissait d'un homicide involontaire, où cette personne-là avait consommé du cannabis, pourtant longtemps avant les faits. Le résultat était positif, le pauvre gamin est décédé et la personne a très mal vécu cette situation-là. Ou bien alors, parfois, on arrive à des situations assez ubuesques, à savoir que ces personnes-là eh bien, s'en foutent royalement et considèrent que l'infraction qu'elles ont commise est une infraction tout à fait banale, ce qui est effectivement extrêmement choquant. Et c'est le rôle de l'avocat, bien évidemment, que de dire à cette personne-là, attendez, vous encourez quand même des sanctions qui sont des sanctions importantes. Lorsqu'il s'agit d'un accident corporel, avec notamment cet homicide involontaire, s'il y a décès d'une personne suite à l'infraction qui a été commise, généralement, il y a une peine ferme qui est prononcée par le tribunal correctionnel. Alors, le texte prévoit que c'est une peine de 2 années d'emprisonnement qui est encourue, ainsi qu'une peine d'amende de 4 500 €. Il est évident que c'est là simplement une base qui est donnée et que le tribunal a toute latitude pour prononcer une peine bien moindre. Étant précisé également qu'il y a des peines parfois aussi d'immobilisation du véhicule, des peines de suspension du permis de conduire qui sont également prévues. Alors pour sa défense, il y a bien évidemment la situation professionnelle tout d'abord, et notamment demander devant le tribunal correctionnel à bénéficier d'une non-inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Donc ça c'est le premier point qu'on évoquera en défense. On évoquera bien évidemment d'autres points aussi par rapport à la situation personnelle du prévenu que l'on a à défendre devant le tribunal correctionnel. On peut considérer grosso modo devant un tribunal correctionnel que le coût d'une procédure est d'environ, mais c'est vraiment avec beaucoup d'approximation que je le dis parce que ça dépend de la nature et de la complexité du dossier, généralement 700 € hors taxe. Considérant que lorsqu'il s'agit d'un homicide involontaire, les honoraires sont là plus conséquents puisque le travail de l'avocat est quand même beaucoup plus âpre à effectuer. Si la gendarmerie nous appelle, c'est que la personne n'est pas en capacité de reprendre son véhicule. Donc une suspension du permis de conduire. Donc la première chose de façon pratique, il faut s'assurer et organiser le rapatriement du salarié et du véhicule. On ne peut pas laisser un véhicule comme ça, ni un salarié, sur la voie publique. Deuxièmement, ce qu'il faut faire immédiatement, et ce qu'on a tendance à préconiser, c'est tout de suite de confirmer au salarié que, en aucun cas et jusqu'à nouvel ordre, il ne doit pas conduire dans le cadre de son activité professionnelle. La voiture est, l'instrument principal de travail. Et sans voiture, la personne ne peut pas se déplacer et ne peut pas exercer sa fonction. Certaines personnes doivent bien se rendre compte que leur travail est lié à leur permis de conduire. Que ce soit l'alcool ou la drogue, ça peut avoir un impact très important, au niveau de leur activité professionnelle. Et il est clair qu'elle a commis une faute. Après, cette faute, il faudra essayer de la caractériser, de bien analyser les faits, les circonstances, et puis surtout, cette faute peut entraîner une sanction disciplinaire. Et cette sanction disciplinaire, elle peut, comme le prévoit notre règlement intérieur, aller jusqu'au licenciement. Parce qu'il faut bien comprendre que dans ces situations-là, que ce soit la drogue ou l'alcool, où la personne perd son permis de conduire, si elle ne peut plus exercer son activité, l'employeur n'a pas d'obligation de trouver des solutions de remplacement, que ce soit de façon définitive ou temporaire. Dans le cadre du règlement intérieur, on a prévu une mesure qui est de pouvoir vérifier que la personne est bien titulaire d'un permis de conduire. Et la personne doit aussi avertir l'employeur quand elle perd son permis de conduire. On parle du permis de conduire et de l'impact par rapport au contrat de travail, mais il est vrai que c'est valable aussi pour quelqu'un qui travaille en usine. Les risques que ces personnes peuvent faire courir à leurs collègues sont aussi très importants. Que se passe-t-il en cas de contrôle positif aux stupéfiants vis-à-vis de son assureur? Alors, qu'il y ait accident ou pas, peu importe, l'assureur doit toujours connaître le risque qu'il a accepté de garantir. Donc le conducteur doit déclarer à son assureur toute suspension de permis de conduire, et notamment en cas de contrôle positif. Un contrôle positif dégrade toujours l'appréciation du contrat par l'assureur. Il y a 3 types de conséquences en fonction de la fréquence de ce type d'événement. La première, c'est une majoration des franchises de toutes les garanties contractuelles. La seconde, c'est peut-être une surprime. D'ailleurs, la première et la deuxième peuvent se cumuler. Et si on atteint un niveau d'acceptation que l'assureur ne peut plus garantir, on est sur la résiliation pure et simple du contrat d'assurance.
causera quand même des difficultés à l'assuré, qui devra se trouver un autre assureur. Alors tous les assureurs, dans leurs conditions générales, ont une clause, ce qu'on appelle d'échéance de garantie, de tout ce qui est contractuel. Les dommages aux véhicules, les marchandises transportées éventuellement, et la garantie accident corporel du conducteur. Ces 3 garanties-là ne seront pas acquises. En revanche, restera acquise la garantie responsabilité civile, donc pour tous les dommages causés aux tiers, s'agissant d'une garantie obligatoire. Donc ça, l'assureur interviendra. Mais tous les dommages causés à l'assuré lui-même ne seront pas pris en charge. Et que se passe-t-il en cas de fausse déclaration lors de la souscription du contrat? Donc là, clairement, il n'y a plus d'assureur. Il y a le fonds de garantie qui intervient pour la victime, ça fait que socialement, la victime est quand même protégée. En revanche, le fonds de garantie va se faire rembourser et présenter la facture à l'assuré. Alors si on doit résumer l'échange qu'on vient d'avoir, je pense qu'il faut qu'on convienne du fait que la prévention n'est pas l'affaire de l'assureur, c'est l'affaire de l'assureur et de son assuré, et de l'employeur. On est vraiment partenaires dans cette histoire-là. Il est évident que n'importe quel assureur sera beaucoup plus sensible et nettement bienveillant par rapport à un assuré qui prend à son compte toute la politique de prévention. Les effets du cannabis dans la conduite sont assimilés aux effets de l'alcool, c'est-à-dire très simplement une atténuation des réflexes, une perte en partie une perte de la réalité de ce qui se passe autour du conducteur et ce que les spécialistes appellent une perturbation du champ de conscience qui pour un conducteur est extrêmement problématique et peut causer un risque à autrui. Car évidemment, en matière de sécurité routière, et principalement dans ce domaine-là, le risque est au maximum si le conducteur n'est pas en pleine possession de ses moyens pour diriger son véhicule et pour s'assurer de sa propre sécurité, de la sécurité des gens qui sont autour de lui et des gens qu'il croise ou qui sont devant ou derrière lui. Voilà. Le cannabis, contrairement à ce qui est parfois répandu dans la population, n'est pas une substance anodine, c'est une substance qui a des effets considérables sur la santé humaine, sur la santé personnelle, avec des phénomènes de repli sur soi, des phénomènes de désocialisation, des phénomènes d'addiction aussi, car contrairement aux idées répandues, on peut être aussi dépendant du cannabis. La prohibition des stupéfiants répond à un impératif de sécurité publique et je dirais même d'ordre public et d'ordre public de la santé individu, car la société est attachée à la santé de chacun. Et le cannabis, qu'on le veuille ou non, est une substance psychoactive au sens où elle a des effets sur le psychisme des gens. Et on distingue artificiellement souvent les drogues dures et les drogues douces, mais les effets du cannabis, s'ils ne sont pas assimilables aux effets de l'héroïne ou de la cocaïne, sont des effets extrêmement importants. Et j'insiste notamment sur un point extrêmement important, qui est le rapprochement que l'on fait entre la consommation massive de cannabis chez une population relativement jeune et du déclenchement de crises de psychose, de schizophrénie, qui est assez établi dans un certain nombre de cas. Alors justement, donc, suite à la constatation d'une infraction de conduite automobile sous l'emprise de stupéfiants, quelles sont les décisions que vous pouvez prendre? La personne est convoquée à une audience par la voie de ce qu'on appelle une convocation par officier de police judiciaire qui lui est remis par le gendarme et par le policier à l'issue de la procédure. Cette convocation comporte une date d'audience où la personne se présente et est jugée en présence d'un président de juridiction qui statue seul en général et du procureur de la République qui réclame une peine applicable aux faits qui lui sont reprochés. Les peines qui se sont prononcées sont des peines extrêmement contraignantes pour les gens qui les subissent, notamment en termes financiers, que ce soit directement par le biais de l'amende ou indirectement par la perte d'emploi que peut générer une suspension du permis de conduire, mais les peines sont particulièrement lourdes et contraignantes. Et si la personne a vraiment besoin de son permis de conduire pour travailler? Il n'y a plus de possibilité d'aménagement. Le législateur a supprimé la possibilité d'aménagement depuis 2002 ou 2003, me semble-t-il. Il n'y a plus de possibilité d'aménagement du permis de conduire. La personne est obligée de subir la durée de suspension de son permis de conduire. Mais s'il a un permis de conduire, qu'il soit comme menuisier travaillant à 10 mètres de son atelier ou chauffeur routier international, la sanction sera la même.